Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission en direct sur les plateformes numériques du NMP, la chaîne YouTube NMP officielle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes en présence d'un illustre invité, une personnalité politique de la scène politique camerounaise qu'on ne présente plus, M. Bandakani, homme politique, militant panafricaniste et géopoliticien. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité politique qui meuble notre pays, le Cameroun, et nous allons décrypter et analyser la récente publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Monsieur le Président, de prime abord, bonsoir et bienvenue à cette émission en direct. Bonsoir, mon cher Jules Boulamousso. Bonsoir à nos internautes, à nos abonnés. Bonsoir à tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à avancer dans le cadre de notre action numérique sur nos plateformes. Et merci à l'équipe technique qui se bat comme un beau diable à la hauteur de nos moyens pour nous permettre de nous exprimer numériquement parlant. Donc, je suis heureux d'être là. C'est nous également qui sommes honorés d'avoir une personnalité politique de haut volt de notre pays et avec qui nous allons faire le tour de l'actualité. Monsieur le Président, comme tous les Camerounais, vous avez appris la publication par Elecam de la liste des candidats, mais nous voulons rappeler que dès le départ, ils étaient au nombre de 83 et dans la shortlist, ils se retrouvent au nombre de 13, de manière provisoire. Monsieur le Président, nous observons une floraison de candidatures. Quelle peut être la signification de cela? Parce que nous avons vu des candidatures indépendantes et d'autres ont même semblé banaliser la fonction présidentielle, qui est une fonction sacrée au regard des enjeux, au regard du destin d'un pays que l'on souhaite assumer. Et nous voyons parfois des candidatures qu'on pourrait qualifier de farfelues être reçues à Elecam. Comment interprétez-vous, ou alors quelle est la signification de la floraison de ces candidatures de prime abord? Mais du point de vue de la légalité, la loi n'interdit pas à quiconque de venir déposer son dossier à Elecam. Donc, du point de vue strictement légal, on peut recevoir même 10 000 candidatures, puisque la loi n'interdit pas à quiconque de venir déposer un dossier. De ce point de vue, vous pouvez ramasser une chemise, vous y mettez 2 papiers, même vierges. Vous allez à Elecam, on va vous recevoir. Vous dites une chemise et 2 papiers vierges. Une chemise, vous mettez une chemise là, vous arrêtez ça bien, c'est tout. Vous avez un peu de moyens, vous mobilisez des journalistes. Ils vont vous accompagner à Elecam, n'est-ce pas? Et puis, bon, vous créez un événement autour du dépôt de votre chemise, vous appelez dossier. Que bon, voilà, voici mon dossier, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc, du point de vue légal, il faut avoir même 10 000 dossiers à l'élection présidentielle. De ce point de vue, en principe, ça ne devrait pas faire problème. Mais justement, il ne me semble pas que le législateur n'était pas conscient du risque que vous soulevez, à savoir la possibilité d'une banalisation de la fonction présidentielle. Il ne me semble pas que le législateur n'ait pas été sensible à cette donne-là. Donc, ils ont abordé la question de manière objective, en sachant, en disant que bon voilà, il y a suffisamment de levier juridique du dépôt à la validation jusqu'à la validation définitive au Conseil constitutionnel, qui a assez de filtres, de moyens de filtrage qui vont éliminer tous les plaisantins. Mais sauf que bon, les faits, l'écho, il est réel. L'écho de la banalisation, elle est réelle. Il est réel au sein de l'opinion, qui n'a que fait des... Nous avons vu plein de candidats indépendants qui se vantaient d'avoir déposé leur dossier. Mais l'opinion et d'être candidat à l'élection présidentielle. L'opinion n'a que faire de l'arsenal juridique. L'opinion n'a pas le temps d'aller s'asseoir pour le code électoral, le lire. L'opinion voit. Le propre de l'opinion, c'est de voir et de réagir.
l'opinion voit et réagit en disant que ben voilà, il y a la banalisation de la fonction présidentielle. De ce point de vue, je pense qu'il serait naïf de croire que les stratèges du régime Nous voulions en venir. ne sont pas en capacité de voir l'avantage qu'ils tirent objectivement de cette situation, qui est que la banalisation de la fonction présidentielle profite d'abord aux candidats du régime, puisque banalisation a pour conséquence quasi mécanique de rappeler la statue sacrée, le charisme du président sortant, qui apparaît là, de manière immédiate, comme étant la figure qui rassure quant aux risques liés à la pléthore d'aventuriers qui viennent concourir à l'élection présidentielle. Il me semble qu'il ne faut pas être péremptoire. Il me semble que les stratèges du régime ne sont pas assez idiots pour ne pas voir l'avantage qu'on tire en donnant la possibilité, malgré le caractère objectif de la loi, à une pléthore d'aventuriers qui viennent se déclarer comme étant en capacité de concourir à la fonction présidentielle. Donc je pense qu'il ne faut pas exclure ça. Il ne faut pas exclure ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon. Contentons-nous du fait que la loi a prévu des mécanismes pour filtrer très rapidement. C'est pour ça qu'on se retrouve à 13 dossiers validés. Ça nous permet donc d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président. Le 26 juillet, 13 candidats ont été retenus et d'autres candidats ont été recalés. Monsieur le Président, du moins d'abord, bien avant la sélection de ces candidats ou la sélection des candidatures au niveau de l'ECAM, nous avons observé un balai au niveau des formations politiques, des tentatives de réorganisation ci et là, des tentatives de coalition, d'alliance, ayant pour but soit d'avoir un candidat unique de l'opposition, soit d'avoir une candidature forte de l'opposition, soit d'avoir un candidat solide de l'opposition en face du candidat du régime RDPC. Mais Monsieur le Président, quand nous regardons, nous nous rendons compte que, au regard des 13 candidats qui ont été retenus, ce sont des candidatures solitaires, on va dire, ou alors des candidatures individuelles. Pourtant, dès le départ, plein étaient des chantres, des coalitions. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, ça masque une certaine impuissance de ce qu'on pourrait appeler l'opposition politique au Cameroun, son impuissance stratégique à se lever à la hauteur de l'omniprésence politique du régime et de sa force. Sans vous couper, parce que beaucoup dans le sein de l'opinion, la condition sine qua non d'affronter le candidat du RDPC, c'était d'avoir une coalition à tout prix de l'opposition, soit une candidature unique de l'opposition. Nous avons même vu sur beaucoup de plateaux où certains candidats qui ne voulaient pas se ranger, nous ne voulons pas vous citer, ont été taxés d'opposants de l'opposition dans cette dynamique de coalition. Mais c'est ce que je suis en train de dire. À la fin, nous avons des candidatures singulières. Vous vous rappelez que, vous savez que le NMP a fait l'objet d'une cour assidue de la part de toutes ces coalitions qui se sont formées à la faveur de la proximité de l'élection présidentielle. Et nous avons décliné toutes ces coalitions en disant que on avait mieux à faire. À l'époque, certains avaient trouvé ça pour de l'arrogance, de la prétention. Mais nous avons simplement tiré les leçons de l'expérience. Quand on a une certaine expérience de la politique, on ne fait pas les mêmes erreurs plusieurs fois. Ça n'a pas de sens. Et à l'époque, donc, la fenêtre d'opportunité stratégique que l'opposition semblait dégager se limitait justement à la coalition de l'opposition. L'horizon stratégique était la coalition. Pour une candidature forte, pour une candidature de consensus, pour une candidature de ceci, etc.
Et ça masquait les véritables démarches inavouées et cachées des entrepreneurs politiques. Et nous, les connaissants très bien, on savait que c'était... Vous dites des démarches inavouées et cachées de certains acteurs oui, des politiques. démarches, oui, non avouées, c'était évident, à savoir que tous voulaient pour leur propre candidature et que la coalition c'était un vulgaire marchepied pour la promotion de chacun. Se donner une certaine visibilité, tenir le discours qui est à la mode, qui est consacré à chaque fois qu'il y a l'élection présidentielle. Vous allez voir, notre coalition va disparaître après l'élection présidentielle là, et va réapparaître lors d'une prochaine convocation d'élection présidentielle. Donc, jusqu'au moment, c'est ce qui explique que les plus virulents partisans, les partisans les plus farouches de la coalition, à la fin, vous voyez subitement, sont devenus des champions de la solitude candidatoriale, parlons comme ça, c'est-à-dire solitude candidatoriale. Ils sont devenus les champions de cette démarche-là. Ce n'est pas le fait du hasard. C'était leur démarche dès le début. C'est mal connaître les ressorts politiques camerounaises que de croire à un discours de coalition qui apparaît simplement à la veille des élections présidentielles. Je vous ai dit qu'une coalition, ça se construit. Ça se construit, ça construit une vraie stratégie. En fait, je veux dire que la possibilité d'une coalition est déterminée par les stratégies qu'on adopte. Ce n'est pas le contraire. La coalition n'est pas une stratégie. Quand on fait une politique, sérieusement, dans les conditions camerounaises, la coalition n'est pas une stratégie. Il faut d'abord une véritable démarche stratégique qui doit aboutir à une coalition. Mais ils ont tellement une conception accessoire de la coalition que ça les sert de marchepied, ça les sert de masque, n'est-ce pas, à des ambitions purement solitaires. Et voilà. Donc, c'est un pouvoir au sein de l'État. La publication de liste de l'État est la preuve incontestable que c'était ça dès le début. Donc, pour vous, au sein de cette opposition, il y avait des égos surdimensionnés dont les intérêts propres devaient primer à tout prix. Je n'aime pas beaucoup mettre en avant les dimensions hyper personnelles, hyper psychologiques ou... Parce que nous avons vu des dynamiques où c'était tel candidat doit être le leader de telle coalition. Ou ça ou rien. Non, je ne veux pas entrer dans ce type de dynamique, à savoir ce qui consiste à exagérer la psychologisation des acteurs politiques. Ce n'est pas exclure. Hein. Il y a des égos, mais bon. Ce qui est marquant ici, ce qui est le plus important, c'est, je vous ai dit, c'est l'absence ou bien l'inadéquation des stratégies. Ça peut s'expliquer par la manière dont les opposants abordent la question de leurs intérêts politiques. Très important. Parce que la notion d'intérêt politique est encore très méconnue au Cameroun, surtout au niveau des populations, qui ont encore une relation sentimentale à la politique. Une relation sentimentale, et j'allais dire une relation prime sautière à la politique. Or, ça ne pardonne pas un peu. La politique, c'est quoi qu'on dise, c'est d'abord un rapport à des intérêts. Intérêts nationaux en articulation avec les intérêts mondiaux, continentaux. La manière dont on se positionne dans le champ mondial, le champ international, en termes d'intérêts. Et maintenant, quand on parle d'intérêts nationaux, il y a les intérêts de classe qui structurent ces intérêts de classe dirigeante. En tant que des professionnels institutionnels de la politique, incarnant un État et les intérêts d'un État. Mais il y a aussi les intérêts économiques qui cherchent à se donner des instruments de promotion de leurs intérêts. Et parmi ces instruments, des instruments politiques. En ce sens, on parle de partis de classe. Partis de classe. Donc, on n'analyse pas la scène politique avec les émotions et les sentiments en s'exonérant des exigences de maîtrise de la sociologie politique, conforme à un contexte donné. Il y a une sociologie de la politique camerounaise que si on ne connaît pas,
vraiment, même votre opinion là, ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde. La sociologie politique camerounaise donne des clés qui permettent à une opinion qui veut se former d'avoir des éléments pour se construire en tant qu'opinion. Mais il faut aller au-delà de l'opinion. Il faut connaître, il y a la nécessité de connaître le paysage politique camerounais, de maîtriser les codes de connaissance de la scène politique camerounaise, de savoir que derrière le discours politique, il y a des intérêts. Et qu'il y a des intérêts étrangers qui se battent dans notre pays pour le contrôler. Et que ces intérêts étrangers ne procèdent pas directement. Ils ont besoin d'intermédiaires, acteurs politiques, partis politiques. Il faut savoir que l'endocolonat local, l'endocolonat d'État peut créer des partis d'opposition, les soutenir pour promouvoir leurs intérêts tout en étant au pouvoir. C'est d'une logique cinglante en politique. Croire que l'endocolonat ne réfléchit pas à son avenir, c'est très bête en politique. L'endocolonat camerounais réfléchit à son avenir sérieusement dans la perspective de l'après-Biya. Et pour ça, il se donne les instruments pour ça. Partis politiques, en dehors des stratégies internes à l'État, ils se donnent des partis politiques. Ce n'est pas pour rien que Marafa, à un moment donné, encourageait le parti qu'on appelle MSC à un moment donné. Vous pouvez prendre que ce cas-là. Ce n'est pas pour rien qu'au départ, un des moteurs de la création du MSC originel, c'était lié à la personne de Marafa. Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas par hasard que M. Beloba Magari peut être encore ministre du gouvernement et être candidat opposant. C'est pas le fait du hasard. Revenir personnellement sur cette candidature. C'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard si il y a ce qu'on appelle les invariants de la politique camerounaise depuis 1900, les années 60, pour prendre seulement les années 60, indépendance jusqu'aux années 2025. Il y a des invariants. On dit grands équilibres nationaux, grands équilibres. Une certaine manière de tenir l'État au Cameroun, de le constituer, une certaine manière de former le gouvernement, etc. On va voir une division d'intérêts économiques autour de certains groupes sociaux. Je ne peux pas utiliser le terme ethnique, qui est rabaissant. Donc, les groupes sociaux, les grands groupes sociaux d'intérêt, ce n'est pas le fait du hasard. Donc, vous ne pouvez pas faire la politique au Cameroun ni la comprendre si vous faites semblant de ne pas travailler cette sociologie. Or, beaucoup d'acteurs s'exonaient de ce travail. Beaucoup d'analystes s'exonaient les rigueurs de ce travail. En même temps, ils disent qu'ils veulent parler de la politique camerounaise. Et on croit que les réseaux sociaux vont remplacer ce travail de connaissance, ce travail d'investigation, ce travail d'analyse qui est indispensable pour comprendre la dynamique de la politique camerounaise et la meilleure manière de la perspectiver. Tout le monde s'exonère de ce travail. On a abruti l'opinion en pensant que la politique c'est une affaire purement, comment dire ça, de sentiments, et que les acteurs politiques sont mus par des sentiments nobles ou maléfiques, etc. Non, 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 non. Il y a la morale en politique, mais il y a la morale des intérêts. Il y a la morale des intérêts, il y a l'éthique des intérêts, il y a l'éthique des finalités cachées que les politiciens portent, mais qu'ils ne vont jamais vous avouer. Si on ne connaît pas ça, sur quelle base envisage-t-on des coalitions? Sur quelle base envisage-t-on les coalitions? C'est au partir de cette analyse que je fais, des bases incontestables que nous mettons en place pour engager la réflexion que nous partageons ce soir. Vous comprenez bien qu'on vous a roulé, on roule les gens, on vous roule. Ceux qui parlent de coalition en omettant la puissance des intérêts trompent les populations, disent que la population ont intérêt à abrutir le peuple pour mieux passer dans leurs affaires. Non, ils ne voulaient pas faire de coalition. Ça n'a jamais été la priorité. Ils défendent des intérêts. Ils défendent des classes. Ils défendent des groupes d'intérêts en se cachant derrière la coalition. Quand le peuple va entendre ce mot et que ça plaît de manière sentimentale aux populations politiquement abruties, alors on flatte les sentiments du peuple. Oh, il faut se réunir pour battre bien. Et en même temps, le peuple se complaît dans ça. Il dit vraiment, sinon on les complète parce qu'ils ne veulent pas se réunir. Effectivement, parce que beaucoup de... Ils ne veulent pas se réunir, donc vraiment, ça ne nous regarde pas. Donc il y a un jeu de cache-cache entre l'opinion, les acteurs politiques et une partie des populations où chacun ne veut prendre aucune responsabilité fondamentale pour faire de la vraie politique ou bien accompagner une vraie politique. Il y a une espèce de ponce-pilatisme déguisé et masqué, mais qui permet à chacun de jouer ce jeu. Et à la fin, on se retrouve avec des candidatures qui étaient les champions de la coalition, mais qui sont très à l'aise d'être candidats à titre individuel. Monsieur le Président, si on tire donc les conséquences de cette analyse, cette impréparation
des acteurs politiques de former une coalition autour d'une candidature il y a une grande faiblesse stratégique. unique. Il y a Est-ce qu'ils ne partent pas donc lésés dans cette élection Ils présidentielle? sont lésés par qui? Peut-être du fait de leur impréparation. Non. C'est naïf de raisonner comme ça. Vous les prenez individuellement qui est lésé. Il faudra qu'on fasse il faut essayer. Faisons la lecture de 13 présidents. Allons-y. Qui est lésé? Monsieur le Président, si on prend le cas du Malidem en particulier, qui est un parti qui a investi un candidat à l'élection présidentielle, tout récemment, nous avons vu, au regard du communiqué ou alors la décision publiée par ILECAM, que ce parti a été exclu, son candidat a été rejeté. Pourtant, dans le fichier de l'administration territoriale, ce parti est reconnu comme légal. Donc, partant donc de cette base, est-ce que ce système électoral n'a rien à se reprocher? Ça, nous parlons d'abord de la candidature. Nous allons revenir sur d'autres candidatures. Vous parlez de la candidature du Malidem. Au regard des propos que son leader a tenus. Mais écoutez, première erreur à ne pas faire, c'est de vouloir se mettre à la place des organes dédiés, chargés de valider ou d'invalider les candidatures. Est-ce qu'ils ne sont pas lésés à ce niveau, monsieur le Président? Non, je ne commande pas les commentaires. Ne commentons pas les commentaires. Allez-y. Cette émission est sérieuse. Allez-y. Sauf à croire que le Malidem est juge parti de la validation de sa candidature ou pas. À ce cas-là, on se tait ici. Mais lui-même sait qu'il ne peut pas être juge parti, qu'il y a une instance. C'est pour ça qu'ils ont déposé les dossiers là-bas. Ils savaient qu'eux, ils ne sont pas capables d'apprécier leur propre dossier. Ils ont déposé là-bas, sachant que nous reconnaissons la compétence de l'ECAM quant à la validation au nom de notre candidature. Il est capable de faire son travail et l'a motivé. On laisse, on commence par les commentaires. Deuxièmement, il ne nous revient pas d'aller commenter les décisions des instances habilitées à savoir qui est le chef d'un parti ou pas. Ce n'est pas notre rôle. Il revient au parti de se conformer à la législation en place. Et à ce niveau-là, c'est le ministre qui est le garant en dernière instance, qui exerce les fonctions de tutelle du parti. Quand ce n'est pas respecté, on va en justice. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenons cette posture. Donc, vous comprenez très bien qu'il ne faut pas... Je ne commente pas les commentaires. Le reste, c'est les commentaires. Monsieur le Président, si on prend également le cas de l'UPC, qui est un parti historique, mais nous voyons que Mais on devrait revenir sur le cas du Malidem. Hein. Nous allons, au cours de cette émission, nous allons nous appeler. D'ailleurs, moi, je continue à dire candidature du MRC. Moi, j'appelle ça la candidature du MRC. Nous allons y revenir. Monsieur le Président, parlons de Malidem, c'est un parti pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai été président de ce parti. J'ai occupé des hautes fonctions dans ce parti. J'y ai milité pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le Malidem. Je ne peux pas réduire le Malidem à cette séquence de la vie de ce parti. C'est pour ça que moi, j'ai dit, le Malidem ne vaut pas. Ce Malidem, ce n'est pas une investiture. C'est une histoire. C'est aussi un projet. Donc, nous allons revenir particulièrement sur les transaction qui est liée à une investiture. On ne peut pas réduire. Ce n'est pas ça le Malidem. Donc, je continue à dire la candidature du MRC. Puisque eux-mêmes, ils continuent à voir ça comme ça. Parce qu'il y a quelques semaines, Anissé Kane a été voué à toute l'hégémonie. Son parti était insulté plus que tout. C'était un parti collabo. On a tout dit de lui. Nous avons pris sa défense ici pour rappeler que, attention, que M. Kampo ne valait pas Anissé Kane en termes d'histoire politique. Il ne valait pas Anissé Kane, nous l'avons dit. Et la preuve, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est revenu, a parlé lui-même ses déchets, a valé les insultes de sa mouvance contre ce parti et l'a emprunté pour aller aux élections présidentielles. On ne peut pas réduire le Malidem à cette histoire. Donc, ne jouons pas ce jeu. Parce qu'au sein de l'opinion, beaucoup tentent à faire croire que le Malidem est victime d'un complot de la part de l'État. Non, je dis, je n'entre pas dans ce jeu. Parce que on ne va pas s'enfermer dans les manœuvres de ceux qui ont traité un parti de tous les noms d'oiseaux, ont insulté son leader de la pire des façons et qui, pour les raisons d'investiture, c'est-à-dire comment comprendre cet honneur Attendez. Allez-y, l'honneur de M. Anissé Kane est réduit à une aide de l'investiture. Le président n'est pas bête. Il sait très bien qu'après
après l'épisode présidentiel, les vraies choses vont commencer entre eux. Il n'est pas bête, il sait très bien cette affaire. Donc, il a pris de la hauteur, parce qu'il a pris de la hauteur pour assumer ses options politiques qui sont connues. De manière fondamentale, il est opposant. Donc, c'est une option stratégique d'investiture. Je vous ai dit, je ne commentais pas les commentaires. Je connais très bien les rigueurs de la vie politique pour m'attarder sur les commentaires. Mais je dis ceci, on ne peut pas s'enfermer dans les éléments circonstanciels du moment qui ont pour objectif de balayer dans le verre de la main, au nom de ce que, en politique, tout est permis. La fin vaut les moyens. Au nom de ça, vous êtes très bien ma démarche, qui consiste à dire que quelqu'un est le pire traître, est un collaborateur, roule pour le pouvoir. Quand il est en désaccord avec vous, dans la séquence d'une dynamique qu'on prétend construire depuis 6 mois, pendant qu'on massacrait M. Kane, M. Campbell restait silencieux, alors qu'il travaille depuis 6 mois. Donc, subitement, maintenant, oh non, vraiment, la fin ne peut pas justifier les moyens. Alors qu'on dit que non, en politique, tout est permis. Maintenant, on dit, on veut se victimiser. C'est le principe que non, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut être cohérent. Il faut faire attention à cette affaire. Les questions, les litiges internes au parti se règlent conformément à la loi devant les instances dédiées. Et dans ces instances, dans la chaîne des instances, le ministère a un rôle à jouer. La justice a un rôle à jouer. Donc, voilà, ce sont les commentaires dans lesquels je n'entre pas. Je n'entre pas. Donc, il faut rester clair par rapport à ça. Soit, on ne considère pas que les instances dédiées jouent ce rôle-là, et en ce moment-là, on assume. Soit on considère qu'elle joue ce rôle, et ce rôle ne peut pas se limiter à vous satisfaire, vous. Donc, c'est clair. Donc, attention, il faut éviter de... comment dire ça? Il ne faut pas croire que la politique se limite à soi. À soi. La politique reste une aventure collective, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse en dernière instance. Ça reste une aventure collective. Et comme pas d'aventure collective, il faut savoir articuler vos intérêts personnels et les exigences de la vie collective dans tout ce que cela comporte, dans tous ces aspects. Ça, c'est un. De deux, puisque vous m'amenez dans le sujet. Mais dans le fond, on peut vraiment, vous êtes sérieux, nous ne pouvons pas conforter pour la santé de notre politique, pour la santé de l'écosystème politique au Cameroun. On ne peut pas jouer le jeu qui consiste de la part de la mouvance MRC à victimiser Kanto. C'est ce que nous observons sur les plateformes médiatiques. Vous êtes libre d'observer. Au sein des médias. Quelle plateforme? Beaucoup de médias. Vous voulez qu'on parle de la sociologie des médias au Cameroun? On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Vous suivez votre analyse. Sociologie des médias au Cameroun. Et d'abord, de ce point de vue de la sociologie des médias, M. Kanto n'est pas victime. La campagne qui est menée là, en soi, je vous dis la vérité. Je pense que nos amis là, nos amis entre guillemets, nos amis là, avec ce qui s'est passé au conseil électoral de l'ECA, ils savent, je crois que tout le bruit qu'ils font autour du conseil constitutionnel relève de l'incantation, du désespoir, de l'autosuggestion politique. Mais en réalité, ce qu'ils visent, ils visent les municipales qui arrivent. Je ne pas distrait. Ils visent les municipales qui arrivent, les législatives qui arrivent. Ils se disent, tous ceux qui ont investi dans le MRC, tous ceux-là qui ont abandonné leur parti pour rejoindre le MRC, sur la base de tout, c'est-à-dire de l'indécence absolue en politique, visent les municipales et les législatives. D'ailleurs, l'entrée des anciens cadres du SIF, je crois qu'on y reviendra. On y reviendra. Au sein de l'UNDP. Dans l'UNDP, vous voyez que c'est quoi? Les gens visent les municipales et les législatives. Donc, il faut tout faire pour garder le troupeau en place, le maintenir. Par un discours, le seul qui leur reste, c'est la victimisation. Cette option n'est rendue possible que parce qu'il y a un contrôle sociologique sur certains médias. Dans l'aspect médiatique, la galaxie MRC exerce pas des affinités inavouées de type anthropologique
exercent un quasi-monopole dans l'aspect médiatique. Si vous mettez de côté les médias officiels et certains médias affiliés, comme on dit, à la sphère officielle. Ça aussi, ça existe. Pas nier, ça existe. Bon, donc, de ce point de vue, la puissance médiatique du MS ne tombe pas du ciel. C'est l'articulation entre le fait que des patrons de médias, de manière quasi naturelle, roulent pour le candidat MRC et sa mouvance, mais aussi par le fait que la France les a offert une infrastructure médiatico-numérique qui leur permet de rayonner et de disqualifier les concurrents, de les terroriser. C'est ça qui a longtemps... Vous dites que la France leur a offert... Je parle français. Une structure médiatico-numérique. C'est évident. Pour faire leur campagne. Sauf si vous ne connaissez pas les réalités de la France, en fait. Ça fonctionne comme ça. On ne peut pas faire les métiers à Paris pour vos beaux yeux. Vous ne parlez que de ça. Donc, il y a ça. Donc, M. Camteau ne peut pas être victime. Il n'est pas victime. Donc, le discours qui est en place et qui est relayé par ces médias vise à transformer le coupable en victime, à renverser la vérité pour faire de Camteau la victime, alors qu'il est le coupable. On ne peut pas nier que depuis des années, M. Camteau travaille pour arriver au résultat où on est arrivé. Est-ce qu'on peut nier ça? Toutes les incohérences de ce monsieur. Nous voulons rappeler quelques faits pour le bonheur de nos internautes qu'en 2020, tout le monde entier a assisté au renoncement du candidat Maurice Camteau de participer à ces élections, ce double scrutin, février 2020 pour être plus précis, et de manière automatique, ça allait disqualifier pour l'élection présidentielle de 2025. Mais en 2025, nous observons un autre discours, que c'était une stratégie pour essayer de puger des infiltrés à l'intérieur de ce parti et dévoiler leur stratégie le moment venu. Mais nous observons qu'un parti, en l'occurrence de Maldem, qui lui a participé à cette élection, s'est vu être courtisé pour offrir une investiture à ce candidat. Comment expliquer cette incohérence politique, je ne parle même pas d'incohérence. Politico-stratégique. Je ne parle même pas d'incohérence, puisque l'incohérence, on peut en parler avec les personnes qui sont conscientes de l'importance de la cohérence. On ne parle pas d'incohérence avec les gens qui considèrent que l'incohérence est une vertu. Ça ne sert à rien d'aller faire le débat avec eux sur l'incohérence. Eux, ils considèrent que c'est une vertu d'être incohérent. Mais le problème, c'est d'interroger finalement les finalités de cette stratégie de l'incohérence. Puis les mêmes gens vous disent que non, après tout ça, on a bousillé la carrière des agrégés, des docteurs, d'autres maintenant même qui maintenant ils sont obligés de maintenir une fausse cohérence parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais on les a grillés. M. Camteau a grillé la carrière des universitaires, des agrégés à l'agrégation ont été grillés, des étudiants ont été, comment on dit ça, on les a déroutés sur le plan intellectuel, n'est-ce pas? On a détruit toute une partie de l'opinion camerounaise en leur faisant croire que le vrai est égal au faux et le faux est égal au vrai. Est-ce que ça a été fait à dessein, Monsieur le Président? Votre question me surprend. Il vous dit que ce n'est pas à dessein, que c'était une stratégie. Non? Vous comme vous dites, donc c'était fait à dessein au nom d'une stratégie. Alors maintenant, on regarde la stratégie à la fin. Parce qu'est-ce qu'on appelle l'éthique des stratégies, la stratégie. Parce qu'ils font comme si en stratégie tout est permis. Non, 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 c'est faux. C'est ça que dans la guerre, qui est le lieu où la stratégie est même sur la tragédie. C'est le lieu par excellence où on peut dire tout est permis, puisque c'est la guerre entre un ennemi, pas entre ennemis. Donc, on soit qu'entre ennemis, tous les coups permis. Même là, il y a le droit humanitaire. Même là, il y a le droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est pour dire que non. La stratégie, à la fin, il y a des finalités qui s'imposent à la stratégie. C'est ça le droit humanitaire. C'est très important. Il faut lire ça. Donc, même à ce niveau-là, l'humanité a compris qu'on ne peut pas justifier. Il faut faire attention. Il faut éduquer la stratégie. Il faut encadrer les stratégies de guerre, qui est le lieu le plus élevé de la barbarie qui peut exister. Et le lieu par excellence, je me répète à dessein, ma répétition est pédagogique, le lieu par excellence où le principe que les moyens sont justifiés par la fin.
La fin vaut les moyens. C'est-à-dire, hein, peu importe la voie que j'utilise, si j'atteins mon but, ça dit que je suis la référence à tout point de vue. Non, même là, on a dit non. Non. Il y a une éthique des stratégies. Il y a une morale de la stratégie. Donc, on ne peut pas faire la stratégie contre elle-même. Vous ne pouvez pas faire la stratégie contre la stratégie elle-même. Vous ne pouvez pas faire ça. Après avoir égaré, détruit toutes ces carrières, dérouter l'opinion, abrutir les gens, installer dans la tête des gens que le vrai égale le faux, vice-versa, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de traverser la frontière pour aller chercher un parti qui remettait en cause sa stratégie. Et ils ont dit le Zolo. Ils ont dit qu'on a donné un Zolo. Vous avez découvert la théorie du Zolo, non? On a donné un Zolo en allant chercher un parti. C'est-à-dire qu'il détruit tous les arguments qu'on a avancés pour justifier le boycott des élections. C'est-à-dire ça détruit tout ça. Lui-même, il a clos le débat. Il dit que non, non, vraiment, je savais que c'était pour éviter que le pouvoir le disqualifie. Je ne sais pas si vous écoutez ça. C'est-à-dire que tout ça, c'était pour éviter qu'on le disqualifie. Alors, nous avons décidé par prudence d'aller chercher un parti dont la légitimité était que le Parlement rejeté par toutes les raisons mobilisées durant les stratégies qu'on faisait en place, n'est-ce pas, tout ça. On a régné tout ça. Donc, finalement, on a dit que il ne s'agit pas d'une stratégie. Non, c'est clair que ce n'est pas la stratégie. C'est autre chose que la stratégie. C'est autre chose parce que depuis des années, depuis après 2018, tous les actes posés par Maurice Kamto préparaient ce qu'on voit. C'est ça la vraie, c'est ça ce qui t'apparaît. Parce qu'à la fin, que c'est une stratégie. À la fin, on évalue une stratégie par les résultats des options stratégiques. On n'évalue pas une stratégie par la stratégie en lui-même. Que vraiment, c'était la stratégie, on a changé, machin. Non. Une stratégie, c'est par rapport aux résultats. Monsieur Kamto voulait se présenter à l'élection présidentielle. C'était l'objectif de toute la galaxie. Ils y ont mis tous les moyens, y compris les stratégies, les ruses, etc. Est-ce que donc, toutes ces options l'ont permis d'être candidat? Non. Non. Donc, c'est un échec. On aurait pu se contenter de cet échec si, depuis 2020, si on prend ça pour référence, depuis 2020, on ne voyait pas là alors une vraie cohérence dans les actes de ce monsieur pour aboutir à ce qu'on est en train de voir. Et c'est ça qu'ils veulent masquer. Mais Dieu n'a rien à voir dans ça. Le Malidem n'a rien à y voir. Pourquoi nous on dit... Parce que nous, on ne parle pas du Malidem. Non, 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 non. Beaucoup s'appesantissent même sur la figure de M. Dieudonné Yebga. Non, ils n'ont aucune considération pour le Malidem. Le Malidem, c'est un accessoire dans leur démarche. C'est un accessoire. Un accessoire. Comme étant leur bourreau. C'est marché-pied. Que ce soit Yebga ou le président du CECANE, ça n'a aucun respect pour eux. C'est un marche-pied. Donc, ça va se voir dans très peu de temps. Après le conseil constitutionnel, vous allez voir, ça va être clair. C'est-à-dire que, donc, ils veulent masquer ça. C'est l'échec. Là. Non, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. Je vous ai dit dans quelles conditions on pourrait parler d'échec. Allez-y. Là, depuis 2020, tous les actes de M. Kamto ont préparé l'aboutissement qu'on voit là. C'est pour donc empêcher qu'on prenne la mesure de la gravité de ce qui est devant nous, qu'on fait tout le bruit pour essayer d'écouter Kamto, de dire qu'il est capable de faire ceci, machin, qu'on sort, de moraliser le Conseil constitutionnel, hein, en faisant comme si la morale désormais se limite à la personne de Maurice Kamto et les intérêts de la galaxie MRC. En dehors de ça, il n'y a pas de morale. Donc, on est un homme moral si on est avec Kamto. On devient immoral si on est contre lui. Donc, c'est de la folie pure de ça. C'est de la perversion, c'est de la folie. Donc, le vrai débat est celui-ci. Pourquoi M. Kamto a fait ce qu'il a fait? Moi, le vrai débat. Comment a-t-il préparé le terrain à la disqualification du MRC depuis 2020? Voilà le vrai débat. Pourquoi a-t-il fait ça? Si on est logique, donc, ça change les termes du débat.
On remet la balle au centre. La balle au centre, comment un homme politique peut agir comme ça de manière constante, de manière claire, depuis 2020, pour disqualifier son parti? Je vous pose dans la question, monsieur le Président. Pourquoi M. Maurice Kamto, au regard de sa démarche politique, a détruit lui-même son propre parti? Au regard de toutes les aspirations que ses militants y avaient mis. C'est un agenda. Nous ne dirons pas plus pour le moment. C'est un agenda. Vous savez, ce n'est pas fini. Il y a le Conseil constitutionnel. Par respect pour le Conseil constitutionnel, pas de position tranchée. C'est le Conseil constitutionnel qui, en dernière instance, va trancher le sort de la candidature. Mais c'est un agenda. J'ai parlé d'un candidat de l'étranger, vous vous rappelez. C'est que c'était un agent de l'État. Bien évidemment. Sur cette plateforme-là, la réponse se trouve là, là-bas. Vous savez, il y a les agents doubles. Et les agents doubles ont un problème. C'est à quel père font-ils allégeance à la fin? La parole dit qu'on peut servir 2 maîtres à la fois. Au risque de trahir un au profit de l'autre, vice-versa. Celui qui est trahi, s'il a les moyens de vous rappeler que, monsieur, l'accord était ceci. Vous avez trahi, vous êtes conscient que vous l'avez fait, on vous obligera, y compris à avaler vos déchets, à avaler vos catas. Et on est en train de voir comment tu avales tes catas, tu avales tes déchets. Mandat, débat, 6 mois de débat sur le mandat impératif nul, des pères de famille élus ont violé toute dignité, sont allés adhérer à une démarche qui a amené à dire à Paris que la candidature du MSC n'a aucun problème juridique. N'a aucun problème juridique. Avec la force de solennité liée au fait que c'est la papauté du droit qui parlait. C'est le Vatican du droit qui parlait. Donc, ça, pour après, venir donc se mettre à genoux devant un parti qui justement a trahi le peuple allant à l'élection de 2020 qu'on a boycotté. Donc, il faut avaler tes déchets sur le chemin. Tu avales tes déchets sur le chemin. Ça, c'est le sort qu'on réserve aux agents doubles. Mais je vous ai dit, ils ne seront pas pressés. On annonce seulement les couleurs. Donc, M. Kamto est victime de personne. Le pouvoir n'a rien à voir dans ce rejet. C'est un rejet préparé par M. Kamto. Et ça a eu la sens. Tout ce qu'il a fait a abouti à la sanction logique qui a consisté à l'invalidation de sa candidature. Le reste, c'est pour son troupeau. Et le reste, c'est pour les naïfs. Donc, il faut être ferme par rapport à ces choses. On n'est pas en train de jouer avec notre pays, le Cameroun. Nous allons évoluer dans cette émission, parce qu'entre-temps, on a détruit beaucoup d'acteurs politiques, on a attaqué la réputation des acteurs politiques, on a attaqué leur vie privée. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord ont été traités comme des chiens, comme des riens du tout. Ce n'est pas un jeu, il faut faire attention. Les gens vont répondre de leurs actes. J'ai parlé de la dimension éthique et morale en politique. Cette dimension, cette convocation de la morale et de l'éthique, je l'ai basée pas sur des abstractions, mais sur le fait que la propre démarche du MRC et M. Kamto est basée sur une certaine morale de la politique, sur une certaine morale de la dénonciation, une certaine morale de la contestation, une certaine morale de la nécessité de la démocratie comme étant le moyen de réguler la politique dans les situations des pays africains. C'est au nom de ça qu'on diabolise le pouvoir, qu'on lui attribue tous les mots, etc. Mais comment on peut faire ça en s'exonérant des exigences de l'éthique? L'éthique suppose que si vous demandez aux gens d'avoir des comportements éthiques, vous-même, vous devez prêcher par les armes. C'est ça le principe de l'éthique. Mais on ne conçoit pas que des gens se proclament comme étant des êtres éthiques, des êtres moraux, par toute la dénonciation quotidienne qu'ils font de la pratique gouvernante chez nous, de ce que les Camerounais subissent, etc. Mais pour eux-mêmes être dans leur comportement, des êtres non éthiques, des êtres immoraux. C'est la négation de l'éthique. C'est la négation de la morale. Quelqu'un qui fait ça ne peut pas faire la politique. Quelqu'un qui fait ça ne peut pas incarner le changement. Ceux qui font ça ne peuvent pas revendiquer une place dans un contexte politique
où justement le changement est au cœur de l'actualité, au cœur du débat. Il faut qu'on soit clair et sérieux dans ça et qu'on en tire toutes les conséquences. C'est ça qui a fait que nous avons refusé toutes les coalitions. C'est pour ça que nous sommes seuls. Parce qu'on ne joue pas avec ces choses. Le NMP et son président savent ce que c'est que la calomnie, la diabolisation, l'outrance visant à vous anéantir. Parce que vous avez refusé de marcher avec des gens qui se proclament démocrates et qui demandent justement au pouvoir et aux autres d'être tolérants, de respecter la démocratie, de respecter les principes d'une vie démocratique, à savoir la tolérance envers les opinions contraires, envers les avis contraires, envers les démarches contraires. Il faut faire attention. Ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y en a dans ce pays, au cas où cette mouvance prend le pouvoir, le paieront de leur vie. Parce qu'ils seront tués. Ce n'est pas un jeu. Et que ceux qui nous écoutent le prennent pour dit, ce n'est pas un jeu. Voilà qui est bien dit, Monsieur le Président. Nous allons évoluer dans cette émission. Maintenant, nous allons nous appesantir. Nous allons nous appesantir sur la candidature de l'UPC, du RDPC et même du PCAN. Monsieur le Président, d'abord par rapport à l'UPC, nous avons vu plusieurs UPC proposer ou alors investir des candidats. Mais l'objet du rejet de l'ECAMA était clair, pluralité d'investiture. Comment comprendre? Je vous ai parlé de la sociologie des médias, du parti plus médiatique, dans le code système médiatique inéquitable, truqué. Pourquoi? 7 candidats ont été rejetés, 7 candidatures ont été rejetées pour pluralité d'investiture, dont 3 à l'UPC, 2 au MPCN et 2 au Manidem. Pourquoi les médias se focalisent sur un seul cas? La stricte neutralité et le besoin d'informer objectivement l'opinion aurait demandé qu'on parle de toutes les 7 candidatures rejetées. Bien évidemment, parce que ça nous a parce que tous ces médias sont aux ordres, une grande partie. Il y a une polarisation médiatique au Cameroun qui vise à prendre le débat en otage. Vous avez d'un côté les médias proches du pouvoir, objectivement, en plus des médias officiels, et d'un côté, c'est comme on pourrait dire les médias de l'opposition. Mais ces médias de l'opposition roulent pour qui, en général? Pour la mouvance MRC. Il faut dire la vérité. Donc, ça crée une situation de déni démocratique, de déséquilibre en termes d'équité dans la répartition de la place que les médias, quels sont les proches au pouvoir. Beaucoup ne sont même pas au courant que ces candidatures que vous avez soulevées ont été invalidées pour des raisons, les mêmes raisons que le Manidem. Donc, ça veut dire que je ne voulais pas jouer à ce jeu, mais je suis obligé. On le comprenait, par exemple, ça va comprendre que le Conseil constitutionnel, puisque c'est la mode de domination du Conseil constitutionnel, de donner des injonctions, de dire de faire ceci, si vous voulez entrer dans l'histoire, invalider il faut contredire les déclats, il faut prendre le compte des déclats. On donne des leçons au Conseil constitutionnel, comme si le Conseil constitutionnel, c'est un endroit où la morale, l'éthique partisane, relative, prime sur le droit. Le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de faire plaisir à quelqu'un. Le rôle n'est pas d'être une instance morale. La moralité du Conseil constitutionnel réside dans son rapport à la loi. On le comprend de ce point de vue. Comment est-ce qu'on va comprendre donc qu'on satisfasse au désir du Manidem, du MRC, au détriment des autres candidats qui ont été rejetés pour la même raison? Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Si c'est vrai pour le MRC, il faudra que ce soit vrai pour les candidats restants, puisque c'est le même motif pour lequel ils ont été validés. Mais nous, on n'entre pas dans ce jeu. Respect pour le Conseil constitutionnel, qui doit faire son travail en toute sérénité. Maintenant, pour le cas du RDPC, Monsieur le Président, beaucoup de voix se sont élevées que les mêmes raisons qui ont primé pour le rejet de certaines candidatures n'ont pas prévalu pour la candidature du RDPC. C'est la manipulation. C'est une honte. C'est une honte. Pour vous, c'est une confusion. On parle de pluralité d'investiture. On parle français. Monsieur Nana a été investi par qui? Il a été investi par qui? Vous voyez pas que c'est une honte? Faites sérieux. Je n'ai rien contre les aventures politiques de M. Nana. Hein. Il est libre de critiquer le RDPC, de dénoncer, mais là, c'est pas sérieux. Il ne faut pas parler de ça. Vous voyez qu'on on crée une affaire, on crée une bulle politique, alors que le vrai débat, c'est de parler de 7 candidats rejetés. Pour le même motif, si
Soit tant peu que le motif, on peut parler de ce rejet-là et de ses motivations. Mais qu'est-ce qu'on fait? On parle d'un candidat, on éteint les 6 autres, pourtant ce sont le même motif pour lesquels ils ont été rejetés. En même temps, on fait la publicité à un acte à quelque chose qui n'a aucun sens. Monsieur, on n'en a pas été investi par un parti. Pourtant, au sein de l'opinion, beaucoup font croire que c'est le RDPC qui l'a investi. Je vous parle de la sociologie des médias au Cameroun, de la manipulation de l'opinion. Monsieur, son cas n'est même pas dans un contexte sérieux, on ne parle même pas de lui, on le laisse à sa place. Mais les gens fabriquent une bulle. Un individu s'est lancé dans son aventure politique, il a le droit, il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas candidat du RDPC, il ne peut pas l'être. Qui l'a investi? On parle ici d'investiture liées à des partis, ce sont les partis qui investissent. À défaut d'être un candidat indépendant, vous remplissez les formalités liées à l'investiture en tant que candidat indépendant. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a même pas cherché un parti pouvant l'investir, comme on dit, parti Yango. Je prononce ce mot à mon détriment. Il n'a même pas cherché ça. Hein? Il dit qu'il est candidat, qu'il a investi, pour qu'on puisse comparer son cas aux autres. Son cas n'est pas comparable. Ne parlez même pas des choses comme ça. Monsieur le Président, nous allons évoluer. Au niveau du profil des 13 candidats pour le moment qui sont retenus. Quand nous regardons la scène politique, nous regardons le contenu politique de leur formation, nous voyons pas une grande différence. Selon vous, est-ce qu'il existe une différence fondamentale dans tous ces partis qui sont retenus à l'élection présidentielle? Quand vous regardez, soyons sérieux. Du point de vue idéologique, du point de vue stratégique, du point de vue même d'une offre politique digne de ce nom. Vraiment, vous êtes sérieux. Pourtant, tous sont à la course pour assumer le destin du peuple camerounais. Comment pouvez-vous dire? Je suis d'accord avec vous. Ce qui nous oblige à faire une... Ils ont été retenus par une instance. Ce qui nous oblige à faire dans une typologie de candidature. Allez-y. D'abord, le point de vue de l'idéologie politique. Le président Biya, c'est le libéralisme communautaire. Ça, c'est la théorie. Il faut plutôt le qualifier maintenant de libéralisme pragmatique. Parce qu'on voit très bien que le libéralisme communautaire n'a pas pu résister aux contraintes, du réel international. Restons polis. Et que face au réel international, le libéralisme communautaire a déserté le champ de la pratique, du moins le champ de la tutelle idéologique de la pratique gouvernementale, pour devenir un livre qu'on ressort tous les 7 ans, quand il y a l'élection présidentielle. Même si on dit version rénovée. Donc on est dans le pragmatisme. On aurait pu dire le libéralisme pragmatique. Ça, c'est le pouvoir. On sait ce que ça vaut. Maintenant, en face, soyons sérieux, prenez les 13 candidats. Je vous laisse les plus en vue. Vous avez parmi... Non, ne méprisez personne. Allez-y. Prenez tous les 13. Vous avez déjà des candidatures symboliques. Vraiment symboliques. C'est-à-dire qu'il y en a qui découvrent la politique par la candidature à l'élection présidentielle. Ce qui en soi est une curiosité. C'est-à-dire qu'ils veulent commencer par le haut. Oui, ils commencent leur carrière politique sincèrement. Même si on dit, moi j'ai été ceci, non. Être militant d'un parti, être président de sous-section ou de section, ne fait pas de vous un homme politique. Parce qu'il y a une différence entre militer et devenir un homme politique. Les deux sont liés, mais il y a une différence. Les gens ont été militants, c'est bon. Mais comment ont-ils fait pour devenir homme politique? Capable de te présenter à l'élection présidentielle et affronter l'organisation qu'on appelle RDPC, proche de l'État, porté par l'État. Ce n'est pas un parti État. Il faut être rigoureux sur les concepts. Quelle que soit la proximité que le RDPC ait avec l'État au Cameroun, ce n'est pas un parti État. Donc, comment on explique ça? Vous avez comme ça 2 ou 3, vous avez le jeune Yodi, c'est ça? Yodi Iram. Bon, vous avez le candidat du PAL, qui est... Bon, M. Bézégui s'est distingué, il faut parler de ça. Le président Bézégui s'est distingué en se retirant au profit d'un jeune. Je salue ça. Il faut saluer ça. Il a quand même fait. Je ne dis pas que ça qualifie ce candidat, ça lui donne de la valeur, mais Bézégui, le président Bézégui l'a fait. On prend acte.
Nous saluons ça. S'il nous écoute, je le salue. Bon, ce jeune-là découvre la fonction présidentielle, la politique à la faveur d'une élection présidentielle. Le président Bédigui l'a-t-il suffisamment préparé? Ou bien c'est le prélude à l'apprentissage politique? C'est pareil pour Yodi, c'est pareil pour Hakber, le candidat Hakber. On peut se plaindre comme ça. Donc, vous voyez la sorte de candidature vraiment symbolique. Symbolique parce qu'on ne peut pas dire mieux que ça pour eux. C'est-à-dire il faut que ça soit qu'il y ait un événement extraordinaire pour que ces candidats gagnent. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Je dis qu'il faut que ça soit, il faut des situations extraordinaires pour qu'ils gagnent. Donc, ils sont des candidats symboliques. Ce sont des symboles. Alors, parmi les plus connus, prenez Mme Toumani Damdjoya. Ce parti a un positionnement communautariste et régional assumé. Certains le qualifient de parti départementaliste. Je ne dirais pas à certain niveau. Le problème de manière fondamentale, ce n'est pas son ancrage départemental ou communautariste, régionaliste. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est la vision de ce parti. Quelle est la différence qu'il y a entre l'UDC du point de vue idéologique et le RDPC de manière fondamentale? Si on analyse l'héritage du président Damdjoya, fondateur de ce parti, ce sont des ojulatistes. Ils partagent avec le RDPC, le président Biya, une généalogie ojulatiste néocoloniale, entre guillemets, avec des réserves. Parce que ojulatiste, il y en a. Mais de manière fondamentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont les fils d'un projet historique qui consiste à dire qu'il ne revient pas aux Camerounais de déterminer leur destin, leur avenir, et se donner les moyens pour le faire en toute souveraineté. C'est ce que nous appelons l'ojulatisme de manière fondamentale. Maintenant, il y a la question de la pratique ojulatiste. Le rapport d'Ojula au pouvoir, la manière d'intriguer quand on est au pouvoir pour neutraliser les adversaires, les ennemis, la conception qu'on a de la force de l'État et son rapport au droit, à la liberté humaine, etc. C'est un autre débat. L'ojulatisme comme manière de créer une classe politique dans des loges, etc. Il y a tout ça dans l'ojulatisme. Donc je vous demande donc la différence. Tous partagent cette vision politique. Ce sont les fils. La famille Damdjoya, depuis le père Aruna Ndoya, je ne parle pas de la chefferie Bamoun, restez pour cette chefferie, mais on est dans l'analyse des faits. Nous n'avons qu'à voir l'idée qu'ils se font du pouvoir. Le président Damdjoya pensait plutôt à une espèce de modernisation démocratique qui consiste à mieux organiser le jeu politique entre les agents de la famille ojulatiste. La démocratie coloniale, c'est-à-dire à la veille des indépendances, la France a accepté le multipartisme colonial. C'est ça. Donc, c'est ça. Le président Damdjoya, lui, c'était une union démocratique du Cameroun. Ce n'était pas autre chose que ça. La volonté de moderniser le jeu politique, c'est-à-dire concrètement organiser de manière saine, entre guillemets, la compétition politique entre les notables de l'ojulatisme. Est-ce que son épouse, pour qui j'ai du respect, s'éloigne de ça? Non. Elle continue ça. On peut être femme et être ojulatiste. Attention. Donc, on est là devant nous, un visage féminin de l'ojulatisme. Ça ne change rien. Quelle est la différence donc qu'il y a entre Mme Damdjoya, candidate, et le RDPC, c'est quoi? Querelle de famille. Ils s'arrangeront. C'est pas mauvais, hein? Il n'y a rien que les arrangements. Mais quelle est la finalité de l'arrangement? Si on s'arrange pour libérer le Cameroun, Badakani est partant. Mais qu'est-ce que l'UDC connaît en matière de libération du Cameroun? Ce n'est pas le combat qui les intéresse. Du point de vue de l'histoire de cette famille politique, du point de vue de son antériorité, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils ont combattu l'UPC pour ça. Même si après, le président Damdjoya
a commencé à reconnaître le rôle de Moumié, etc. Puisqu'une fois de plus, dans le fait que toutes les ethnies du Cameroun, chacun récupère son morceau de patriote, hein, son morceau. Moumié et Bamoun, on peut le célébrer. On peut le célébrer. Oui, je parle. On peut le célébrer. Ça, c'est la désarticulation du patriotisme camerounais. Non, il est un. On ne le démembre pas en tirant chacun son morceau. Non pas. Donc, vous voyez, de manière fondamentale, je vous démontre qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Vous prenez M. Cabral Libi. Du PCRN. PCRN. Il y a très longtemps, ce monsieur a dit au monde entier, il a présenté son manifeste au monde entier, il dit « Je suis un jeune Macron, mon pays ». Difficile à assumer après, mais... Est-ce que vous ne voulez pas le dire dans le sens où il était jeune, monsieur le président? Pas dans le sens... Il y a beaucoup d'exemples d'assumer les pratiques de Wandé était jeune quand il prend la décision de libérer le Cameroun. Moumi était jeune, il avait 25 ans. Tous ces héros étaient très jeunes. Cabral Libi, le président Cabral, aurait pu aller fouiller là-bas. Il y a Sankara et moi, Sankara n'était pas jeune. Il y a plein de jeunes là, des héros. Mais il allait choisir Macron. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est le comportement de Macron qui l'amène à avoir honte de son choix. Mais Cabral Libi, c'est un anti-panafricaniste notoire. Sur les plateaux de télévision, regardez comment ces agents se comportent. Ils disent ouvertement que le combat que nous menons ne les concerne pas. Et que si nous on réussit, tant mieux. Mais quelle est la différence entre M. Cabral Libi et le régime qu'il combat? La différence, c'est quoi? Quelle est la différence? Dites-moi, la différence, c'est quoi? Il faut qu'on soit sûr. La différence, c'est quoi? C'est la jeunesse, c'est tout. Je suis jeune, ils sont vieux. Nous n'acceptons pas ça. C'est pas ça la politique. On est vieux, eux ils sont vieux, nous sommes jeunes. Non. Ça s'appelle le jeunisme. Et encore, quel jeunisme qui refuse l'exemple de jeunes Camerounais qui, très jeunes, se sont levés pour défendre leur pays contre la colonisation. Et nous ont laissé un héritage à perpétuer pour libérer notre pays. M. Cabral Libi refuse ce combat et s'aventure dans une idéologie, le fédéralisme communautaire. Je vous ai déjà dit que Olan Guinée a magistralement démontré que c'était une pâle copie du libéralisme communautaire. Et ce, en face du président Cabral Libi. Parce que l'heure arrive où le vrai débat va commencer au Cameroun. Ça, le jeu est terminé. Il faut qu'on débatte, qu'on pose le vrai débat sur la table. On regarde ce que valent les projets que les gens, les uns et les autres portent. Donc, il y a quelle différence entre... J'étais d'autres choses par respect pour lui. Parce que je reçois des coups, les gens m'appellent, oui, que vraiment, comment un frère se lève contre un autre frère. J'ai demandé, mais notre fraternité est basée sur quoi? Basée sur quoi? Donc, on est seulement frère quand il y a les élections. Un frère qui dit que mes combats ne le concernent pas. Mais moi, on me demande moi de le soutenir. Alors que si mes combats ne le concernent pas, il le dit ouvertement. Quelle fraternité? Je ne suis pas dans ce genre de fraternité. Je ne vais pas dire autre chose. Baraka n'est pas franc-maçon. Moi, je n'ai rien contre les francs-maçons, mais je les interdis de confisquer l'État. Parce que l'État, c'est pour le peuple camerounais, ce n'est pas pour les francs-maçons. Je m'en fous de leurs allégeances mystiques, je m'en fous de ça. Moi, je suis les mêmes francs-maçons, je n'ai rien à prendre, ils ne m'apporteront rien. Donc, je ne suis pas en manque de repères spirituels. De repères spirituels pour chercher à être franc-maçon. Mais si un franc-maçon est franc-maçon, qu'il laisse l'État camerounais tranquille, ça ne lui appartient pas. C'est un patrimoine des Camerounais. Ce sont pas les francs-maçons qui paient les impôts dans ce pays. C'est tous les Camerounais qui assument les charges fiscales dans ce pays. Et toutes les charges qui sont liées au fonctionnement de l'État. D'où vient-il que les francs-maçons et les loges confisquent l'État? Le débat, il est là. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Et c'est un élément déterminant de l'élection présidentielle. J'y reviendrai à la fin. Donc, vous voyez que, de manière fondamentale, rien ne distingue Cabral Libi du régime qu'il est censé combattre. Que dire donc du SDF? Ce sont les ojulatistes. Également le SDF? Oui, mais attends, le SDF, oui, c'est l'ojulatisme version anglophone. Historiquement, ceux qui se font appeler anglophones, je vais vous démontrer en quoi ce clivage est criminel au Cameroun. Je dis bien criminel. Et que c'est à rebours de l'histoire du Cameroun et ça nie la camerounité qui s'est constituée historiquement pour fédérer les nationalités de ce pays. Donc, historiquement, ceux qui se font appeler anglophones ne relèvent pas de ce mot ojulатiste.
Mais sauf qu'après, ils ont accepté volontairement d'y entrer. C'est l'histoire du président Tandem Mouna, des gens de Frontières et consorts. C'est l'histoire de l'UNC, où les figures anglophones, entre guillemets, ont tourné le dos à l'UPC, pour embrasser le joulatisme. J'ai appelé ça le pacte de Gaulle-Churchill et son retentissement camerounais, pour qu'on passe cette affaire. Donc, il y a là un mélange de le joulatisme et de l'anglo-saxonisme néocolonial. Et depuis très longtemps, c'est-à-dire l'anglophone ne s'est plus jamais démarqué de jour-là. Sauf pour les besoins de la cause électorale et pour revendiquer le respect d'une spécificité qui sert de marche-pied à l'élite pour revendiquer les positions au sein de l'appareil central du pouvoir. Donc, le parti qu'on appelle SDF est à cheval dans cette bataille. Le président Froundi, héros national de mon point de vue, vous voyez à quel niveau je peux aimer. Moi, Monsieur Froundi, on se souvient que dans les premières heures des années 90-92, vous étiez membre. Non, nous sommes vous étiez un acteur majeur. Nous sommes parmi ceux qui avons fait Froundi. C'est un fait, connu. Donc, personne ne peut contester ça quand je parle. C'est un fait. Donc, monsieur le président Froundi, à l'époque, avait réussi à dépasser ce clivage et à incarner les aspirations du peuple camerounais. Et à l'époque, mes chers jeunes camarades, il n'y avait pas au sein de l'opposition ce clivage francophone. On avait dépassé ça. C'était une fierté. On avait dépassé ça. Et l'UPC était l'aiguillon de cette rematuration, de cette maturation de haut niveau de la marmite camerounaise. C'était vraiment extraordinaire. Froundi a incarné ça. Est-ce qu'actuellement le SDF continue à incarner ça? Restons à son idéologie. Elle au moins veut se distinguer. Elle dit social-démocratie. Fédéraliste. Fédéralisme social-démocrate. Mais, dites-moi, de manière fondamentale, en quoi c'est différent du libéralisme communautaire, dans le principe? Parce que le libéralisme communautaire, c'est quoi? C'est une espèce de synthèse entre le capitalisme et le communisme et le socialisme. C'est tout. Mais la social-démocratie, c'est quoi? C'est aussi ça. C'est une tentative d'essayer de créer, de réconcilier la sauvagerie capitaliste avec la nécessité d'une certaine redistribution. Mais est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, la tentative néolibérale, la tentative social-démocrate est devenue une couverture de la sauvagerie capitaliste. De ce point de vue, le SDF ne se démarque pas de l'EPC, puisque dans la gestion de l'État, ils seront pragmatiques. Devant le réel international, ils sont condamnés à être pragmatiques. C'est pour ça que le SDF, actuellement là, n'accompagne pas les panafricanistes. Faites attention, l'international socialiste n'est pas le panafricanisme. Dans le cadre de l'international socialiste, le SDF a rencontré le Front populaire ivoirien, le président Gbagbo. Ils ont cheminé ensemble. Le président Ozi Ochoa a tendance à convoquer cette relation pour revendiquer le panafricanisme. Mais, je vous le dis, faut terminer cette question. Non, c'est important ce que je suis en train de faire. Allez-y. Le leadership du SDF ne revendique pas le panafricanisme, au contraire. Il considère que les panafricanistes doivent faire allégeance au Cameroun. Doivent leur faire allégeance au Cameroun. De ce point de vue, donc, nous démontrons que le SDF actuellement, à travers sa social-démocratie, est une autre version du pragmatisme libéral. Donc, face à l'international, ils seront pragmatiques. Ils feront comme le RDPC. Vous voulez qu'on parle de l'UNDP? Nous allons finir au profil des candidats, des 13 candidats pour le moment qui sont... S'agissant même du ministre d'État, M. Bello Bouba Maïgari, merci. C'est un allié du RDPC qui a officiellement annoncé sa rupture politique avec ce parti et c'est dès lors lancé dans la candidature à l'élection présidentielle. Monsieur le Président, il avait annoncé sa démission, mais jusqu'ici, aucun acte officiel, aucune lettre ou alors aucun document officiel attestant sa démission n'a été publié.
C'est une autre Mais complexe. quand nous regardons à l'intérieur de ce parti, le secrétaire national à la communication, M. Seydou Maïdadi, Le vice-président, non? nous avons vérifié pour le moment son statut là-bas, il est secrétaire national à la communication. Il a affirmé que M. Beloboba Maïgari a démissionné et que pour le moment, ou alors pour l'heure, il n'est plus à Yaoundé et tous les véhicules de fonction qu'il avait, il a remis au directeur des affaires générales du ministère du Tourisme et des Loisirs. Que dire donc du profil de M. Beloboba Maïgari? Bon, d'abord, et emboîté de M. Il n'a pas Tiroma démissionné. qui lui a démissionné de Voilà. manière Le président officielle. Bello n'a pas démissionné parce que il met en avant le respect des procédures gouvernementales pour justifier le caractère non officiel de sa démission. On peut saluer ça venant d'un homme d'État. Mais politiquement, ce n'est pas recevable. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de vous lancer dans une ambition présidentielle de ce niveau, l'homme politique, le présidentiable, prend le pas sur le ministre d'État et prend le dessus sur les nécessités de la procédure administrative étatique. Pourquoi dans ce positionnement flou? Non, je vais d'abord démontrer ça. Allez-y. Je vais d'abord démontrer qu'on est là dans un jeu qui montre la difficulté pour le président Bello de se séparer de la consanguinité historique, idéologique et politique qui le lie au régime RDPC. Vous avez en fait la bataille des héritages, des héritiers d'Aïdo. Vous ne comprenez pas cette bataille d'héritiers sans référer à la matrice originelle ojoulatiste. Monsieur Beloboba Maïgari, en dehors du fait que l'UNDP acte sa stratégie sur la base de ce que j'appelle le régionalisme néocolonial. C'est ça le nordisme. Comme base de conquête du pouvoir. Donc, il y a dans le Cameroun la nécessité de respecter cet héritage historique. Beloboba Maïgari estime qu'il est le garant de cet attelage-là, sans lequel il n'est pas possible de gérer le Cameroun. Écoutez bien, hein, parce que là, ça demande un haut niveau de nuance pour qu'on comprenne ce qui se passe là. C'est-à-dire, quelqu'un en même temps ministre, mais quand il y a l'élection présidentielle, il ne démissionne pas officiellement. Il démissionne officieusement, il est candidat. Bon, ça, ce n'est possible que sur la base du fait que le Nord, une fois de plus, je répète, je ne parle pas des populations du Nord. Je parle du Nord, création géopolitique, avait une mission à jouer dans le cadre de la division organique que la France a procédé et a imposé au Cameroun pour tenir ce pays dans son giron. C'est ça l'axe nord-sud. Monsieur le président Bello estime donc que sa spécificité est indispensable et qu'on doit prendre ça en compte. D'ailleurs, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il dit qu'il n'y a pas de Cameroun si on ne prend pas en compte la spécificité du Nord, de l'héritage nordiste. C'est ça la question aussi qu'on appelle la question anglophone. Tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose. Tout à l'heure, rappelez-moi. Je veux compléter une analyse sur la question dite anglophone. Donc, M. Beloboba Maïgari, donc, il dit, ma spécificité, moi l'héritier d'Aïdo, un des héritiers d'Aïdo, héritier donc de l'axe nord-sud et ses équilibres, j'exige et j'impose le fait que ma spécificité m'accorde des privilèges qui sont structurantes de la vie politique camerounaise. Écoutez très bien. Je peux faire 43 ans ministre, je peux terminer pendant 35 ans, je peux gouverner avec le président, appliquer son programme du président pendant plus d'une trentaine d'années, et à la fin, être candidat à l'élection présidentielle en revendiquant qu'on reconnaisse ma spécificité comme étant d'abord leader de l'opposition, et que non, mais les années que j'ai passées au pouvoir ne m'engagent pas. Je suis un opposant. Il n'y a pas d'idéologie là-bas, hein, de manière fondamentale. Puisqu'il n'y a aucune différence entre le RDPC et le NDP. Puisqu'ils gouvernent ensemble depuis 30 ans.
et que M. Belouba Magari est revenu ici dans les années 90, il a sauvé le régime en régionalisant l'UPC, qui était un parti d'envergure nationale. Je vous ai dit ça ici. En régionalisant l'UNDP. L'UNDP, qui était à l'époque l'alternative au NDPC dans le cadre du système néocolonial au Cameroun. Il a choisi de régionaliser l'UNDP et de s'arranger avec le président Biya. C'est la politique, d'accord, mais il faut en tirer les conséquences. Le ministre Bello, le président Bello, ne veut pas tirer les conséquences. Il dit qu'il est un opposant. Dans le cadre de la spécificité du Nord, du Grand Nord, qu'on revendique comme étant la garantie d'une stabilité au Cameroun. Au cas où, si cette garantie n'est pas, si pas respectée, tant pis pour le Cameroun, tout peut arriver. Du coup, à ce moment-là, le programme ne veut rien dire. Ça veut rien dire. L'idéologie ne veut rien dire. La nécessité à remplacer l'idéologie, à remplacer le programme. Et du coup, c'est le chantage à la stabilité politique au Cameroun qui est désormais pris. Où est la différence avec le RPC? Le débat n'a même pas lieu. Vous voyez donc pourquoi quelqu'un est candidat. Vous voyez les enjeux d'une candidature. Je laisse de côté les intérêts économiques de la bourgeoisie, de la faction bourgeoise du Nord. Je laisse à le côté entre guillemets, parlons comme ça. Encore que la bourgeoisie n'a pas d'ancrage réellement, mais ça sert simplement de moyen de chantage pour garder les positions. C'est ça aussi la politique au Cameroun. Même ailleurs. C'est vrai pour le ministre Tiroma. C'est vrai pour lui. C'est l'enjeu du Nord. Remettez-nous le pouvoir qu'on vous a donné. Comme nous avons dit, le Cameroun ne peut pas être une addition de régionalisme. Or, tous ces candidats sont dans quoi? Tous sont dans quoi? Si vous mettez les candidatures symboliques de côté, tous ça sont dans quoi? Sont dans quoi? Ouvrez vos yeux, c'est devant vous, sont dans quoi? Alors, revenons sur la partition dite anglophone. À partir du moment où, au niveau le plus extrême de l'Amazonie, il y a quelques années là, 2017-2018, où les populations de ces régions-là, martyrisées par les Amazoniens, je dis bien, martyrisées pour les Amazoniens, ont traversé, comme ils disent, l'autre rive de Mongo, pour venir chez leurs frères, entre guillemets francophones. Ce débat est clos. C'était la défaite de ce clivage. C'était la mort de ce clivage francophone-anglophone. Ce clivage est mort. Les peuples ont montré que ça n'existe pas. Nous sommes Camerounais, menacés par leurs soi-disant libérateurs, qui les exterminaient. C'est ici, ceux qu'ils appellent francophones, qui se sont réfugiés. Et on les a accueillis parce qu'on ne peut pas faire autrement que les accueillir. C'est notre sang. Ce clivage est mort. Mais les élites continuent de l'entretenir. C'est ça, M. Akeremouna. Tout ce qu'il raconte là, c'est ça, Akeremouna. Il n'a pas eu honte d'aller s'afficher avec un tribaliste le plus réactionnaire de l'histoire politique. Il n'a pas eu honte. Donc, quand on finit ça, cette élection présidentielle, qu'est-ce que c'est devant vous? C'est la consécration de l'ojulatisme dans ses diverses variantes. Parce que même le MSC, c'est un parti ojulatiste. C'est la consécration de l'ojulatisme dans ses différentes variables. Et dans ça, alors, maintenant, dans ça, qu'est-ce qu'on observe? Il y a dans la famille ojulatiste un démembrement qui est au pouvoir. C'est le RDPC. Il est au pouvoir dans ces différentes fractions, l'aile conservatrice, l'aile progressiste, les centristes. C'est un rassemblement. Il y a tout là-dedans. Alors, le président Biya incarne son unité, mais il joue avec les différents courants qui travaillent ce parti. Il y a une nouvelle génération de joulatistes, les vieilles générations, il y a même les non-joulatistes au sein du RDPC, il y en a, il y a des patriotes, il y a tout ça dans le RDPC. Mais le RDPC, lui, c'est la famille la mieux organisée du marquement aux joulatistes. Et étant donc la plus puissante, elle organise la répartition des rentes dans la famille. C'est qui décide de la portion qu'elle donne à tel ou tel. Je parle de votre élection présidentielle. Là, son enjeu. Je vais vous choquer, mais je vous dis la vérité. Allez-y, monsieur le président. Voilà. Donc, le grand frère, le fils aîné de la famille, en là pour les évolutions, hein, il y a beaucoup d'évolutions dans cette dynamique politique. Oui, le journalisme n'a jamais été figé. Bravo, ça n'a jamais été un monolithisme.
la parenthèse monolithique d'Aïdjo était liée à un contexte politique. Donc là, l'ultratisme lui-même, il est divers. Et dans ça, vous avez des réactionnaires, vous avez des progressistes, vous avez des gens. Donc il faut savoir, toutes ces nuances-là sont importantes, pas caricaturer. Donc, et on peut voir ça depuis André-Marie Bida. André-Marie Bida, c'est un moment important dans l'évolution de l'ultratisme jusqu'à la personne du président Biya. Vous ne le comprenez pas le président Biya si vous ne le comprenez pas André-Marie Bida. Parce que quand le président décide de ramener un équilibre dans l'axe nord-sud autour de la personne du premier ministre et il choisit le président Biya, vous ne comprenez pas ça si vous ne remontez pas André-Marie Bida et tout ce que ça a laissé dans la mémoire de la famille ojoulatiste. Dans le cadre de la gestion de l'axe nord-sud. Le président Aïdjo savait très bien que l'axe nord-sud est la dorsale principale de son pouvoir. Il n'était pas fou. Donc, il faut savoir tout ça pour comprendre comment ça évolue. Donc, le NDPC, donc, grand fils aîné de la famille, héritier, repartit les rentes familiales en fonction de ses intérêts. Donc, c'est ce cadre, c'est ce partage qui revêt un format légal dans le cadre de ce qu'on appelle le système électoral. Donc, ce système électoral, c'est d'abord fondamentalement ça. Une modalité de répartition des rentes dans la famille. C'est ça. Donc, cette élection n'y échappe pas. Cette élection n'y échappe pas. L'enjeu de l'élection, ce n'est pas de battre le président Biya. Sauf situation extraordinaire. Ça peut arriver. Je dis bien, sauf situation extraordinaire. L'enjeu, ce n'est pas de battre Biya. L'enjeu, c'était repositionnement des forces de la famille ojulati dans le cadre d'une distribution. Ça, c'est le fondamental. Sauf que, c'est là où la nuance arrive, sauf que l'évolution du président dans le cadre de l'institution centrale, parmi le format institutionnel camerounais, l'institution centrale, c'est le président de la République. La manière dont le président Biya a organisé l'émancipation de sa fonction pour être à la hauteur des évolutions du monde et gérer ça, la manière dont il a organisé fait que il y a une espèce de désorganisation fondamentale dans le camp ojulatiste que tout le monde n'est pas en mesure de suivre. Le président seul suit ça. Désorganisation. Oui, parce que le président a émancipé la fonction présidentielle et le président a dit, moi, mon pays doit évoluer. C'est ça sa posture. C'est ça la diversification des partenariats. C'est ça le refus de renouveler l'accord coloniaux. C'est tout ça. Mais est-ce que toutes les familles de juratisme comprennent ça? Est-ce qu'ils sont dans la impossibilité de suivre le président de ce niveau-là? C'est ça la contradiction fondamentale qu'il a travaillé. Donc, est-ce que dans cette présidentielle, si l'enjeu n'est pas de battre le président, puisqu'il est le mieux organisé de tous, et il est celui qui a défini les conditions de partage dans la famille ojulatiste, si ce n'est pas de le battre, c'est qu'il y a un autre enjeu. L'enjeu peut être enfin de s'assurer que le Cameroun s'émancipe totalement du carcan néocolonial. Et que désormais, si les progressistes du régime, c'est ceux qui ont compris les enjeux de l'heure, dans le sens où la meilleure manière de protéger leurs intérêts, c'est d'embrasser la seule perspective qui est celle de la libération. Est-ce que, à la faveur de cette élection, on se retrouvera pas dans une situation où le président n'aura pas d'autre choix? Je dis bien au cas où il gagne, parce qu'il ne faut pas croire que tout est pas. Dans certaines conditions extraordinaires, ça peut arriver. Hein? Pas arriver qu'il perd l'élection. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, à 100%, jamais. Une élection réserve tous les surprises. En tout cas, il est le favori. Il est le favori au regard de l'organisation de l'élection. C'est de savoir si, à la fin de cette élection, enfin, le pays, à la faveur du caractère très antagoniste des intérêts qui sont autour du président, malgré qu'ils sont les enfants d'un même moule originel, est-ce qu'à la fin, le pays ne peut pas s'émanciper
effectivement comme étant la seule porte de sortie. À défaut de voir le Cameroun subir le sort des autres pays qui, à la faveur d'un long règne présidentiel, n'ont pas pu gérer l'issue de ce long règne en dehors d'une guerre civile, d'un effondrement total de l'État. Mais je peux vous dire que les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas préoccupés par ça. Monsieur le Président, nous allons avancer au pas de c'est ça le caractère, le problème que nous avons avec cette élection fondamentale. C'est pour ça que le NMP se positionne ailleurs. Le rôle du NMP, c'est d'aiguillonner ces contradictions de manière à ce que l'issue de cette contradiction soit la libération du pays. Et à ce niveau, nous ne sommes pas seuls. Il y a des forces vives au cœur de l'État, il y a des forces vives au sein du pays. Si pour l'instant, elles sont silencieuses, mais elles sont assez fortes qu'ils croient à cet idéal. Et il y a enfin le vrai Dieu, c'est que nous avons brisé nos espoirs. Parlons donc du NMP, Monsieur le Président. Au regard de la lecture politique que vous venez de faire, cette élection concentre une même famille, la famille ojoulatiste, avec ses différentes branches. À l'apparence, oui. En apparence. Mais au regard même des contradictions qui travaillent cette famille et qui font bouger les choses d'une certaine manière. Monsieur le Président, vous êtes un parti, ou alors vous êtes le leader d'un parti UPCiste. Au regard de vos positions, en 2018, vous aviez apporté votre soutien au chef de l'État. Mais pour cette année 2025, cette élection présidentielle précisément, vous avez décidé de ne plus lui apporter ce soutien. Et aussi de ne pas apporter un soutien à aucun des candidats en lice. Qu'est-ce qui a changé depuis lors jusqu'à maintenant? C'est que les contradictions qui travaillent le système dans son ensemble ont mûri. Les contradictions ont mûri davantage. L'enjeu en 2018, c'était d'empêcher l'éclatement de l'État de notre pays. Parce que visiblement, beaucoup se posent des questions. Pourquoi vous n'êtes pas candidat à cette élection? Pourquoi vous n'apportez pas un soutien à un candidat précis? Certains vous ont interpellé dans ce sens. Ils aimeraient voir un candidat du panafricanisme, de l'UPCisme véritable à cette élection. Ils ne comprennent pas clairement votre position. Avant d'arriver, je pense expliquer que... Allez-y. J'espère que je vais retrouver mes idées. Ce sont aussi des aléas d'une discussion allez-y, monsieur le Président. Dynamique comme celle-ci. Les enjeux de 2018 étaient clairs. Notre pays était menacé d'éclatement. Alors qu'on croyait qu'on avait réglé la menace de Boko Haram, qui avait consacré à l'horizon 2013, 2014, 2015 une certaine unité du pays autour de la défense de la patrie, autour de la défense de notre nation. On a réussi à créer au Cameroun une fissure dans cette union sacrée avec l'avènement et le positionnement de deux ethnies, l'ethnie anglophone et l'ethnie francophone. Là, nous avons vécu la puissance de l'impérialisme et sa capacité à manœuvrer. On n'imaginait pas qu'on pouvait arriver là. Et à l'époque, donc, beaucoup avaient parié sur le fait que le pays ne s'en sortirait pas. Et quand le pays s'en sort, ce serait peut-être la coupe de tutelle étrangère. Et toutes les élites qui ont toujours accepté la tutelle étrangère en termes d'intérêt, en termes de moyens de se reproduire, avaient abandonné le Cameroun, avaient abandonné le président. Nous avons pris nos responsabilités avec l'armée du Cameroun pour défendre le pays. Ce n'était pas négociable. C'était le Cameroun qui nous intéressait. NMP, en tant que parti UPC, ne pouvait pas se dérober à cette responsabilité historique, indépendamment de ce qu'on avait pensé. Nous avons répondu à l'appel du président en 2018. Nous l'avons assumé. Et je répète, nous sommes fiers de l'avoir fait. Voilà la raison principale. On n'est pas allé dans le G20. On n'a pas accepté le G20 parce que nous, on est venu nous chercher. Ce n'est pas le G20. Longtemps avant l'élection, le président a envoyé nous chercher. Longtemps avant. Donc, ce n'était pas pour le développement économique. On n'est pas naïf. C'était pour protéger le Cameroun. C'était pour sécuriser ce pays et éviter son éclatement. Pour essayer, dans la mesure du possible, de nous battre pour que l'idée UPCiste de la camerounité ne meure pas avec l'assaut des différences ethnico-linguistiques. C'était ça la bataille. On l'a menée avec toute la rage et la passion par l'africanisme qui nous a apporté. On est fiers de l'avoir fait. En 2025, ce n'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. Non, quoi qu'on dise, ces menaces sont sous contrôle.
ces menaces sont sous contrôle. L'Amazonie est... Elle a la capacité de nuisance, mais de plus en plus, elle est une menace résiduelle. Deuxièmement, Boko Haram. Vous savez, le contexte qui lui était favorable au début, on est en 2013, etc., à cause de l'inculture géopolitique qui régnait en Afrique, dans la sous-région et au Cameroun, la donne a changé. Le gouvernement de l'AES, contrairement à ce que vous croyez, a créé les conditions d'une appropriation populaire des enjeux de la géopolitique, et l'homme qui est en face de vous a pris toute sa part dans cette affaire. Et je suis modeste quand je dis ça. Donc, les ressorts géopolitiques qui ont favorisé Boko Haram à l'époque, aujourd'hui se sont affaiblis. La France est exposée devant le monde entier. Les maîtres du terrorisme international sont exposés devant le monde entier. Et l'armée camerounaise a mûri dans l'affrontement avec ces menaces. Elle est sûre, elle sait gérer ça. Ça a même mûri les capacités de l'État du Cameroun. Donc, c'est pas le problème, ce ne sont plus dans ces menaces de manière fondamentale, même s'il faut continuer à en tenir compte. Le problème, c'est la réaction de l'endocolonat dans ses diverses facettes face à la donne qui est produite par ces menaces-là. Parce que là, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas l'opinion. Ce ne sont pas les partis politiques et les Camerounais dans leur approche sentimentale de la politique qui vont comprendre les intrigues au sein du pouvoir, visant à s'assurer que l'issue de cette contradiction entre le système néocolonial et le régime en place, c'est ça Boko Haram, c'est ça la crise anglophone, etc., soit une issue qui ne leur soit pas favorable. Donc, ces groupes-là se battent de l'intérieur pour que ça leur soit favorable. C'est la lutte des baronnies. C'était aussi ça l'enjeu au port de Douala. Quand le président décide de nationaliser le port, vous avez des ministres barons qui ouvertement s'opposent à ça et disent à Bolloré, reste tranquille, on va te remettre le port. Et comme par hasard, le NMP était le seul parti au cœur de cette bataille. Ce n'est pas le fait du hasard. Là encore, on a réussi à gagner. Mais ils n'ont pas dit, les barons n'ont pas dit le dernier mot, ils sont là. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est là. L'enjeu, c'est au cœur là-bas. Or, les moyens qui sont mis en œuvre par ces baronnies dans leur bagarre avec le président et ses intérêts, les moyens qui sont mis en œuvre pour la plupart échappent au commun du mortel. Et souvent, ce sont des moyens qui échappent même à la politique classique. C'est les questions de loge ésotérique, les questions de moyens qui sont masqués par des dynamiques invisibles, qui échappent au commun des mortels. Et ces dynamiques invisibles sont internationales à la fin, sont mondiales à la fin, parce que chapeautées in fine par les grandes maçonneries internationales. Vous comprenez ça? Alors là, quand vous entrez à ce niveau, vous entrez dans les profondeurs, non seulement du système politique camerounais et des rapports de force, c'est tellement profond que beaucoup ignorent que ces dimensions-là sont géospirituelles, profondément géospirituelles. Ils sont explosifs. Nous sommes au cœur de ça. Le NMP est conscient de ça. Parce que comme il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité, notre avant-gardisme géopolitique nous impose un avant-gardisme géospirituel. Nous sommes au cœur de ça, nous voyons ça. Et nous avons dit que pour s'en sortir, ce n'est plus la politique classique habituelle qu'il faut mobiliser. Il faut une autre dimension, la dimension géospirituelle. D'où donc la nécessité, le congrès de 2024 qui a dit pour une nation exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun, au regard de la violence potentielle, parce que combinant la géopolitique et la géospiritualité exotérique, cette violence-là est dangereuse pour notre pays et qu'il faut des moyens, si on veut le changer, pas remplacer BIA, le système BIA, par un nouveau système néocolonial. Si on veut le changer, il faut convoquer une dimension supérieure, c'est là où nous sommes. Est-ce que les gens peuvent comprendre que, de ce point de vue, nous ne pouvons pas être intéressés par le caractère classique d'une élection présidentielle classique? C'est facile à comprendre. On avait rien à faire là-dedans.
Puisque voilà l'enjeu qui nous porte. C'est ça qui est au cœur et qui porte le pays. C'est ça. Donc, nous n'avons pas dit qu'on est contre le président Biya. On dit qu'on ne le soutient pas. On dit qu'on ne soutient personne qu'un candidat. En 15 secondes. Je vous ai démontré que tous les candidats là, c'est le même mot pratiquement qui est en jeu. Donc, notre position est celle-là, à savoir que nous demandons, on ne demande pas, nous travaillons pour une nation exceptionnelle du vrai Dieu du Cameroun sur la base du capital accumulé depuis 15 ans dans le cadre du combat panafricaniste, qui, je le rappelle, encore une fois, pour ce qui concerne le président Balakani et le NMP, ne s'est jamais appuyé sur autre chose que la parole. Mon magistère, c'est la parole. C'est ce que j'utilise. Est-ce besoin d'être candidat à l'élection présidentielle pour continuer à gérer ce magistère? J'étais candidat à l'élection présidentielle depuis 15 ans pour le gérer avec le résultat qu'on sait. Je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle de manière classique. Mais on fera pas au Cameroun sans nous. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct spécial consacré à l'actualité politique au Cameroun, notamment la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2025. Merci, Monsieur le Président, d'avoir honoré de votre présence encore ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toute l'équipe de production qui nous a assistés dans le cadre de cette émission. Nous disons merci à tous les internautes qui ont été fidèles jusqu'à cette heure et nous leur disons rendez-vous pour une autre édition en direct sur les plateformes du NMP. À bientôt.